effectivement, le sujet de ce cours va être lié à la politique, à des aspects, je dirais, de la politique économique de Yosef. Mais tout d'abord, je voudrais dédier cette étude, les Eloi Nishmat, Orhami, Moshe Ben Yitzhak Zenou. Il est clair que dans le cadre d'un chiour, il est difficile d'englober et d'entrevoir tous les aspects de la politique de Yosef, qui sont très larges et très vastes. Et je ne voudrais évoquer que quelques-uns, en particulier peut-être l'un des plus surprenants de ce qu'a fait Yosef, et peut-être lors d'un autre cours, nous pourrons envisager d'autres aspects. Alors, la paracha, à la fois celle de Miketz que nous avons lue hier et celle de Vaïgash que nous allons lire la semaine prochaine, approche de façon très directe et très précise l'activité économique pour résoudre la crise de la famine en Égypte. Pas simplement au niveau de ce qui précède la crise, des rêves de Pharaon, mais après pratiquement de tout ce que Yosef met en œuvre pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Et on pourrait dire qu'on pourrait approcher l'économie de Yosef en Égypte à la fois de façon générale, collective, comme la politique mise en œuvre au niveau du pouvoir de façon macroéconomique, et aussi de façon intime, je dirais presque personnelle, dans les personnes qui la composent, dans les personnes qui la pratiquent. J'aimerais, pour ouvrir ce thème, commencer par le pasouk, qui est peut-être le plus difficile de tout ce que Yosef a mis en œuvre pour trouver une solution à la famine, et le d'autant plus difficile qu'il semble être un petit peu soit superflu, soit on ne comprend pas trop ce qu'il fait, soit on peut même s'insurger et même être révolté peut-être par la compréhension première qu'on pourrait avoir de ce pasouk-là, et qui, comme tous les pasouks qui ont une certaine curiosité, sont pour nous la base, le début d'appréhender peut-être les choses les plus profondes. Alors en effet, on nous parle à propos de Yosef de la kalkala, la kilkalti, vaïchalkel Yosef et Echav, lorsqu'il a la façon de nourrir l'Égypte, mais on a un pasouk plus surprenant qui dit la chose suivante. Ve'et ha'am he'evir oto le'arim miktseh gevul Mitzrayim ad katseu. Et le peuple égyptien, Yosef l'a déplacé vers des villes ou dans des villes ou selon des villes, je vais tout de suite développer, miktseh d'un bout à l'autre du pays d'Égypte. Miktseh gevul Mitzrayim ad katseu jusqu'à l'autre. C'est un passouk très surprenant, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que c'est ce déplacement de population? Qu'est-ce que Yosef, à part le fait de régler le problème de la famine, a besoin de déplacer toutes ces populations? Et d'ailleurs, beaucoup de commentaires sur le pasouk, par exemple, Rabbi Yitzhak Abravanel, par exemple, Rabbi Yitzhak Arama, Baala Akedat Yitzhak, pose la question, qu'est-ce que la Torah a besoin de développer tellement de détails sur l'activité économique de Yosef, alors que on pourrait résumer ça de manière peut-être un peu plus succincte, d'autant plus qu'il y a non seulement des détails de l'activité de Yosef, mais il y a des détails qui semblent nous être pas simplement superflus, mais étonnants. Alors, on pourrait déjà, avant de rentrer dans le fond du problème, dire si la Torah développe tellement longuement le problème de l'économie, c'est que, aux yeux de la Torah, peut-être que l'économie est quelque chose de trop sérieux pour le laisser simplement entre les mains des économistes. Peut-être l'économie est quelque chose de suffisamment important pour qu'avant de rentrer dans les modèles, les schémas, les graphes et les différentes lois que les économistes peuvent développer, présenter, eh bien, qui doit prendre en compte d'une certaine valeur, de certaines valeurs, de certaines caractéristiques morales, d'une certaine éthique pour approcher ce domaine-là. Et peut-être c'est ce qui nous est demandé de voir quand on approche la conduite de Yosef. Alors pour le pasouk qui nous intéresse pour commencer, le déplacement des populations par Yosef. On a dans le Talmud déjà une remarque très importante sur ce sujet-là.
dans Masechet Hulin, Daf Samer Amud Bet, Resh Lakish nous dit quelque chose de très, comment dire, renversant. Arbe mikraot reuyim lisaref. Il y a beaucoup de psukim dans la Torah qui devraient être brûlés, qu'on pourrait croire qu'il faudrait brûler. Vehen hen goufe Torah. Et malgré ce qu'on pourrait comprendre à première vue, hen, ce sont des phrases essentielles, fondamentales de la Torah. Donc il y a des psukim dans la Torah qui, à première vue, semblent être surprenants, pas simplement surprenants pour eux-mêmes, mais surprenants d'une manière plus générale, et on va le voir tout de suite, mais qui est même gouffé Torah. Alors déjà pour comment dire, avoir en contexte peut-être ce qui est dit par beaucoup comment dire, c'est tous ceux qui ont voulu étudier la Bible, en éliminant les problèmes intéressants, eh bien on a une manière de niveler par le bas ce que la Torah nous donne justement comme étonnement propice à être fécond dans notre réflexion. Par exemple, je vous le donne de manière très claire, la tradition de la Torah chez les Samaritains, qui a aussi une explication, comment dire, une manière de présenter le problème, au lieu de lire Ve'et haram heriviroto le harim, et le peuple a été déplacé dans des villes, ils disent tout simplement Ve'et haram herivid oto la avadim. Vous voyez qu'entre herivir et herivid, c'est juste le dalet et le rej comme différence. Les harim, on pourrait imaginer de rajouter un bet en plus et transformer le rej en dalet, et donc on transforme les harim, les avadim. Yosef a tout simplement exploité, mis en esclavage le peuple égyptien. Ça ne gênait pas tellement les Samaritains dans le côté, comment dire, de la politique économique de Yosef. On va voir que c'est totalement l'inverse que la Torah veut nous enseigner, mais en tout cas, tel que le texte nous le laisse, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Pourquoi est-ce que Yosef a déplace ces populations? Alors Resh Lakish nous dit, Arbe mikraot reuim lisaref, il y a beaucoup de psukim qu'on pourrait croire superflus qu'il faudrait brûler, vemhem gouf et Torah, et ce sont des psukim essentiels de la Torah, et il nous donne aussi une réponse, qui est celle que Rashi d'ailleurs ramène dans son commentaire sur la Torah, sur notre pasouk. Pourquoi est-ce qu'il a déplacé le peuple égyptien? Parce que la famille de Yosef va descendre en Égypte. Et étant donné que ses frères et son père vont être en Égypte, déplacés de leur pays d'origine, Canaan, eh bien, pour les Égyptiens n'appellent pas les frères de Yosef des exilés, eh bien, tout le peuple égyptien est lui-même un peuple exilé. C'est quelque chose de, pour le moins, surprenant, politique, économique très particulière. Pour que la famille de Yosef ne soit pas, appelée, ne se sente pas mal dans ce déplacement, eh bien, on va faire un déplacement de toute la population de l'Égypte, des milliers de personnes, peut-être des millions de personnes, comme ça la famille de Yosef se trouve tranquille et ne soit pas appelée Golim. On se dit c'est quand même surprenant comme explication de la Torah. On le garde en mémoire. Certains d'ailleurs vont essayer, je dirais, de le présenter de différentes façons. Par exemple, pour ne pas que les Égyptiens accusent les Juifs récemment arrivés, la famille de Yaakov récemment arrivée, d'être ceux qui ont pris une terre qui n'était pas la leur, qui se sont installés dans un pays qui n'était pas le leur, eh bien tout le pays lui-même, il est déplacé, personne ne peut prétendre avoir la propriété sur sa propre terre. Voilà ce que dit le Kli Yakar dans la suite de cette explication-là qui est donnée par Rashi. On pourrait imaginer de cette façon-là que pour, encore une fois, le confort, je dirais, de la famille de Yosef, il est prêt à faire certaines mesures assez lointaines. D'ailleurs, le Kli Yakar pose la question et dit, mais en soi-même, quel est le problème? À part ce qui nous paraît surprenant, mais quel est le problème même que Yosef puisse, les enfants de Yosef puissent être appelés, la famille de Yosef puisse être appelée déplacée? Mais toutes les Avot ont été déplacés. Abraham est appelé Ger Vetoshav.
il est un guerre. Yitzhak est celui qui, successivement, est repoussé par les serviteurs d'Avimelech. Yaakov, Arami, Oved Avi, il a été à Haran. Quel est le problème? Peut-être même on arriverait parfois à développer sur la notion même de déplacement ou de l'exil certaines qualités morales qui proviennent justement de celui qui n'est pas possesseur, qui n'est pas Baal Karka, dans le sens de Oved Adama sédentaire, et par là même avoir tous les défauts de celui qui est propriétaire. Donc dit le Kliyakar, comment est-ce que ça suffit, cette explication-là, pour pouvoir nous justifier la conduite de Yosef vis-à-vis de toutes les populations de l'Égypte? Alors, il y a différentes manières de présenter ça, d'autres façons. Par exemple, on a le Rashbam qui explique ça non pas par rapport à la famille de Yosef, mais par rapport à la conduite politique du pouvoir de Paro. C'est important de déplacer les populations parce que, dit le Rashbam, Yosef va prendre des mesures qui seront impopulaires, il va prendre des mesures qui vont justement racheter le territoire, racheter les récoltes et peut-être susciter une méfiance vis-à-vis de sa politique et par là même susciter une rébellion pour faire taire toute possibilité de révolte. Yosef, avant de faire tout ça, déplace les populations. Un peuple exilé, un peuple déplacé, même si c'est dans son propre pays, a beaucoup plus de difficultés à s'opposer à la politique de Paro. Et d'ailleurs, on pourrait joindre les deux explications en même temps. Yosef prend une mesure nécessaire pour le pouvoir en tant que vice-roi d'Égypte, et cette mesure-là est aussi bénéfique à titre individuel pour la famille de Yosef. Le problème, c'est que le Rashbam en rajoute encore un peu plus. Et il dit d'ailleurs, le fait de déplacer des populations, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Et pourquoi ce n'est pas quelque chose de nouveau? Mais parce qu'on en a connu des gens. Yosef l'a fait, Sancheriv aussi a déplacé des populations. Alors là, tout d'un coup, on avait un problème. Pourquoi Yosef dépasse des populations pour sa propre famille, pour qu'ils ne se sentent pas golim? On imagine qu'il le fait pour le besoin du pouvoir, et Yosef se trouve maintenant dans une série pas tellement honorable de tous les grands dictateurs de l'histoire qui ont déplacé des populations. On dirait Yosef, on dirait Sancheriv, et puis si on tirait un peu plus loin, on pourrait arriver jusqu'à Staline et tous les grands dictateurs qui ont déplacé des populations. Ça nous rassure terriblement sur la conduite de Yosef. Est-ce que ces deux positions-là, soit pour sa famille, soit pour le pouvoir de l'Égypte, nous donnent un début de progression dans la compréhension de qu'est-ce que fait Yosef avec ce déplacement de population, sinon que de le noircir encore plus? À la rigueur, on se serait dit, il aurait mieux faire à la façon des Samaritains, les Vidoto, la Ravadim, et bien pas faire ces déplacements de population. Le problème ne fait qu'être encore plus accru. Alors, il y a certains qui donnent des éléments de réponse ou des éléments, je dirais, d'intérêt qui pourront s'intégrer dans une réponse plus générale. Par exemple, le natif de Vologine nous dit la chose suivante. Herivirotam le'arim, le lamed de le'arim n'est pas la destination vers laquelle Yosef a amené ses populations, et eviroto le'arim, il les a déplacés par ville. À savoir, dans cette nécessité de déplacer, qui n'est pas encore, on va dire, qui reste avec les interrogations que nous avons soulevées, Yosef a essayé de garder malgré tout la cohésion de chaque ville, de chaque société, la texture sociale de chacun des villages, des groupes qui se sont déplacés, les liens familiaux, les hiérarchies sociales, de façon à ce que tout en étant déplacés, eh bien, ces grosses déportations n'ont pas détruit ce qui était au départ dans leur propre village d'origine. C'est quelque chose qui peut être intéressant, un élément qu'on gardera en mémoire pour la suite du développement, parce que si ça nous explique peut-être une certaine attention vis-à-vis de ces villages, villes, dans les déplacements de Yosef, ça ne donne toujours pas d'explication sur le sens même de ce grand mouvement. Alors, il y en a une qui nous est donnée par Rabbi Avrami Ben Ezra, dans le pshat absolu du départ, et qui nous dit la chose suivante. Lorsque Yosef veviroto le'arim,
eh bien, il est nécessaire pour s'occuper de la politique agraire de Yosef, puisqu'il s'agit maintenant au niveau agricole de s'occuper des champs, de ramener les récoltes, d'amener beaucoup de population vers les villes ou pour essayer d'aider au travail de la terre. Alors il y a quelque chose d'intéressant qui lie le passage de ville ou non dans le rapport qu'il y a vis-à-vis de la politique de la famine, des récoltes, etc. de Yosef. Le problème, c'est que ça semblerait exactement l'inverse. Les harim ne sont pas les lieux des petits villages, des champs ruraux, mais au contraire, les villes, ce sont les endroits beaucoup plus de centre, dans lesquels se trouvent plus éloignés des champs. Mais en tout cas, ça nous approche d'une réflexion plus profonde du problème. Et c'est là qu'on arrive à, alors comme tous nos chachamim, de manière terriblement succincte, en quelques mots, on a parfois des fulgurations ou des développements qui nous convient de poursuivre et de développer plus longuement. Dans cette même veine de Rabbi Avram et Ben Ezra, du passage du côté agricole au côté citadin, en amenant des gens vers les campagnes, le Malbim nous donne une explication qui est exactement l'inverse et qui est très éclairante pour nous. Le Malbim dit la chose suivante, et c'est vraiment quelques lignes du Malbim. Il dit, c'est très simple. Yosef, alors je le dirais dans les termes plus modernes, Yosef n'a fait qu'accélérer un processus économique et social nécessaire pour l'Égypte. Ce processus économique et social s'appelle l'exode rural. L'économie de l'Égypte était basée de manière essentielle sur l'agriculture, et suite à la façon de gérer la famine à cette époque, Yosef a fait passer l'Égypte vers une économie qui serait une économie beaucoup plus des villes. Et je développe cette idée donnée par le Malbim. Le passage Eviroto Leharim, nous dit le Malbim, il les a fait passer des campagnes vers les villes, ce qui correspond beaucoup mieux à l'idée de justement de la rire comme étant un endroit central. Alors, qu'est-ce que fait Yosef? Le passage du Kfar vers la ville, des petits villages, ce que j'appelle l'exode rural, parce qu'on la connaît très bien tous, tout l'Europe a connu, 19e siècle en France, 18e siècle parfois ailleurs, essentiellement révolution industrielle, où on passe vers vers les villes et on quitte les campagnes. Ce problème-là est très intimement lié à la façon de gérer le problème de la famine. En effet, première chose que Yosef fait, c'est d'essayer de constituer des stocks pour engranger les surplus de récoltes pendant les années d'abondance. Ces stocks-là sont engrangés, emmagasinés dans de grands silos. C'est un problème intéressant que peut-être on aura l'occasion de traiter une autre fois. Comment Yosef a conservé toutes ces récoltes-là. En tout cas, Yosef fait passer ça dans des Vaitzbor bar tachat yad paro, et Yosef, le pasouk précise quelque chose de très important, Vaitzbor bar tachat paro, ochel be'arim ve'shamaru. Donc il a créé dans des grandes villes, non pas réparties, non pas dispersées dans tous les petits villages, les récoltes du propre village, mais il a fait ça de manière centralisée. C'est un problème qui est très intéressant parce qu'on le connaît dans différentes situations de crise où, par exemple, il est nécessaire d'apporter des récoltes, du blé, de la nourriture, des provisions dans des zones dévastées, dans des zones de ravagées ou de famine. Eh bien, on remarque qu'il est beaucoup plus facile d'arriver à un endroit central, de déposer les pays qui envoient des différentes récoltes ou autres dans ces zones-là, arrivent dans des zones centrales, et ensuite, pour le disperser dans tous les petits villages, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait très souvent? Eh bien, on met dans un endroit central, et les populations un peu éparpillées partout se rassemblent dans des gros camps de réfugiés autour de là où on présente, où on distribue. La distribution centralisée est beaucoup plus facile que la distribution répartie dans les différents endroits où il faut arriver pour donner ces récoltes-là. Dans l'immédiat de la situation de Yosef, il fallait assurer la distribution rapide
facile à toute la population de l'Égypte. Et pour le faire, Yosef trouve la nécessité de créer différentes zones centrales par canton, de grandes villes, autour desquelles les gens peuvent s'approcher, peuvent arriver pour justement pouvoir recevoir la récolte. C'est à court terme la première nécessité de Yosef. Mais à plus long terme, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a une tendance fondamentale qui est en train de se produire dans ce passage-là. La tendance fondamentale, c'est qu'une économie qui était basée essentiellement sur l'agriculture se trouve de façon surprenante pour l'Égypte, tellement surprenante que quand Pharaon rêve des vaches maigres et des épis maigres, etc., ce que n'importe quel, je dirais, penserait, ben oui, il s'agit d'une époque où il n'y a pas beaucoup de blé, où il y a plus de blé. Eh bien, les Khartoumim d'Égypte ne peuvent même pas imaginer une telle solution au rêve. C'est impensable qu'il puisse y avoir une période de famine. On est dans un pays où il est totalement hors de question de penser justement à des périodes de nécessité. Et donc, lorsqu'on a de l'abondance, comme dans les premières années, eh bien, toute cette abondance, tous les surplus, tous les excédents des récoltes sont entièrement perdus. Yosef a une idée, comment dire, évidente, mais c'est-à-dire s'il y en a beaucoup, ben gardez, comment on va conserver? Toutes ces choses-là sont totalement perdues. Il y a dans cette manière de ne pas traiter des abondances des récoltes une nécessité que Yosef trouve à réparer en faisant passer l'Égypte à une autre manière de réfléchir sur son économie, qui n'est plus centrée essentiellement sur l'agriculture, puisque voilà que l'agriculture peut laisser à désirer, peut être problématique, peut ne pas être suffisante, et en créant ces villes autour desquelles il faut conserver, s'occuper des stocks, s'occuper de la distribution, eh bien, il est là en train de faire passer l'Égypte à d'autres activités professionnelles qui demandent moins de participants dans l'agriculture elle-même. On peut dire d'ailleurs que pendant les 7 années où il y a la famine, il n'y a plus rien besoin de faire dans les champs eux-mêmes, il n'y a plus rien dans les champs. On a déjà tout emmagasiné dans les grands silos pour garder le blé. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est l'entretien de ces stocks, la façon de les distribuer, la façon d'y arriver. Et petit à petit, l'économie qui était une économie du secteur primaire, c'est-à-dire sur l'agriculture, l'exploitation première de la terre, se transforme en une économie qui va commencer à construire du secondaire, du tertiaire, le commerce, les services, la distribution, tout ce qui n'était pas l'apanage de l'Égypte à ce moment-là et qui est la base de passage dans l'exode rural d'une économie primaire à une économie secondaire, tertiaire. Aujourd'hui, on dirait encore plus, mais en tout cas, voilà le principe. Petites et moyennes entreprises, un peu de commerce, des services. Voilà ce que Yosef entrevoit pour l'Égypte et laisse l'économie de l'Égypte, qui se met à construire beaucoup, des villes de manière très, très, très générale, comme étant, je dirais, le premier exode rural recensé dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a quelque chose de plus intéressant là derrière. C'est qu'avec cet exode, on a aussi les problèmes qui se soulèvent avec les déplacements de ces populations. On sait qu'au XIXe siècle, avec les villes et les gens qui quittent les campagnes pour arriver dans les villes, se forme pas simplement une activité économique qui se développe autour de l'industrie, de la révolution industrielle, mais aussi des quartiers de personnes déplacées, des quartiers qui sont extrêmement défavorisés par rapport aux anciens bourgeois qui habitaient les villes, des quartiers dans lesquels vont se développer parfois l'insécurité, des problèmes sociaux, des problèmes qui vont finalement retomber sur les villes, tout autour j'allais dire, dans le côté moderne actuel, on parlerait de banlieue. À l'époque, on parlerait d'autre façon simplement que de parler des banlieues, mais on parle justement de tous ces gens-là qui ne sont pas dans leur milieu de départ avec leur structure sociale du départ. Parce qu'avec l'exode rural, ce n'est pas simplement le déplacement géographique, c'est un déplacement au niveau de toutes les structures de l'ancien monde, les structures dans lesquelles il y avait une certaine hiérarchie, des autorités, des personnes respectées, des familles brisées,
comment faire pour qu'avec cette évolution, on ne perde pas pour autant les anciennes structures qui existaient dans le Kfar, qui existaient dans les campagnes. Et ce que fait Yosef, alors là je reprends l'idée du native en l'associant à celle du Malbim, eh bien, il a Eviroto les Harim, ce n'est pas le passage de la campagne vers la ville, c'est le passage de la campagne vers la ville, les Harim aussi dans le sens village par village, en essayant de garder ces structures-là à l'intérieur du déplacement qui s'effectue en Égypte à ce moment-là. Voilà ce qui permet à Yosef, après avoir fini sa manière de traiter la famine et les années de famine et cette crise, à créer peut-être une nouvelle Égypte, à la fois au niveau économique, mais à la fois au niveau social. Et dans ce problème-là, se rentre alors, je disais tout à l'heure, la version des Samaritains, He'ivi doto la'avadim. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Beaucoup disent, mais alors oui, effectivement, Yosef a non seulement acheté la terre d'Égypte, les récoltes, la terre, les biens, et finalement les personnes, et a créé un pays entier soumis par cette nationalisation des terres et des récoltes à l'autorité simplement de Paro. Alors l'autorité, il l'avait, mais il y a un point majeur qui est ramené par le Ramban dans son commentaire sur la Torah, où il dit la chose suivante. Lorsque les Égyptiens, n'ayant plus de quoi acheter la récolte, viennent voir Yosef et disent « Kene otanu vet admatenu balechem » achète-nous et nos terres pour le pain. C'est-à-dire ils ont été prêts à vendre leurs terres et se vendre eux-mêmes en esclaves pour pouvoir obtenir de quoi se nourrir. Et le passage qui suit, lorsque Yosef répond à cette question-là, il est écrit Yosef, Vaiken Yosef et Admat Mitzrayim. Il a acheté la terre d'Égypte pour le pain et il n'a pas acheté les personnes. Et le Talmud d'ailleurs nous dit, de manière encore plus évidente, puisqu'il y a un passouk qui nous dit qu'il avait donné un cinquième pour Paro, Vechamesh Ayadot Yelachem. C'est-à-dire vous avez Arba Ayadot, un Chamishit pour Paro et 4 cinquièmes qui sont encore propriétaires. C'est-à-dire un impôt sur ces terres qui est un impôt d'un cinquième, ce qui n'est pas énorme, 20%. Et ce rapport de travailleur au 4 cinquièmes pour lui, 1 cinquième pour le propriétaire, est le rapport qui est évoqué dans le Talmud du travail d'un haris, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille dans un champ et qui a malgré tout la possibilité de récupérer 4 cinquièmes. Et on nous dit, voilà, Yosef finalement a fait de l'Égypte pas du tout un peuple d'esclaves, mais un peuple qui arrivait à travailler sur des terres qui avaient été rachetées par Yosef, mais qui restaient malgré tout de manière très honorable au salaire de leur travail. Ce point est important parce que, pour conclure tout cet aspect de l'économie de Yosef, eh bien, suite à tout ça, on n'oublie pas que c'est le pays qui va transformer les béné Israël en esclaves. C'est-à-dire que Yosef a mis en place une économie qui permettait de sortir l'Égypte de la crise sans transformer les personnes en esclaves. Il aurait dû d'ailleurs acheter même la terre des Égyptiens, des prêtres. Mais Admat Kohanim, c'était comment dire, le bien des prêtres. Il faudrait d'ailleurs en parler très longuement en opposition à la conception de la Torah dans laquelle les Kohanim n'ont pas justement de propriété de terrain. Et en Égypte, il n'a pu rien faire vis-à-vis des Kohanim Mitzrayim. Ce point est important parce qu'à travers lui, on comprend que ce que l'Égypte a rendu, comme si souvent tout au long de l'histoire, pour tous les bienfaits de la politique de Yosef, exactement l'antithèse de ce que Yosef a voulu conserver comme liberté pour l'Égypte. Et ce point est très intéressant parce qu'il nous mène à une réflexion beaucoup plus générale, pas simplement sur ce point-là de la façon de déplacer les populations, mais sur le rapport qu'on a de manière absolue vis-à-vis de l'économie. Alors, c'est un problème général. On pourrait parler, pas un cours, pas en quelques minutes, mais de manière très, très, très vaste. On pourrait faire une série de cours simplement sur les différents aspects de Yosef en Égypte, tellement qu'ils sont nombreux et développés par les Chachamim, à la fois au point de vue halachique, comme au point de vue des commentaires et de la pensée de Yosef là-dessus. Mais il y a certains éléments qui nous sont donnés et qui rajoutent à tout ça. Par exemple, je en donne rapidement, mais et chacun mériterait à lui seul d'être longuement développé. Par exemple, dans le Midrash Rabbah, on nous dit à propos de Yosef, lorsqu'il est écrit « Ve Yosef hu hashalit », Yosef était celui qui dirigeait l'Égypte, il a fait différentes xérotes, c'est-à-dire il a institué différentes institutions en Égypte. Par exemple,
Shelo yikanes eved le Mitzrayim. Très intéressant. Une takana selon laquelle il est interdit de faire rentrer en Égypte pendant toute cette période-là ce qu'on appellerait des migrations, des travailleurs étrangers. Ils viendraient pour devenir avadim. Est-ce que ramener l'Égypte, qui est prospère grâce à la politique de Yosef, toute une série de gens qui vont venir essayer de trouver du travail en Égypte, ne risque pas à long terme de miner l'Égypte de l'intérieur? Yosef a empêché, il a donné la nourriture au peuple qui en avait besoin, mais sans faire rentrer des avadim, des avoda, des mechosare avoda, des gens qui cherchaient du travail en Égypte. Un point long qui mériterait d'être longuement développé, réfléchi. J'en évoque comme ça rapidement. Deuxième point très intéressant que le Midrash nous dit dans ces 3 xérotes de Yosef. Chez Pardon. Chez Loyi Kanes Adam Bishne Hamorim. Très intéressant. Il n'a pas fait une politique protectionniste à l'import, mais à l'export. À savoir, il ne faut pas sortir trop de récolte de l'Égypte, que chacun qui veut ramener pour l'extérieur n'amène qu'un seul chamor. Peut-être qu'on risquerait d'entraîner une pénurie intérieure si jamais tout le Proche-Orient de l'époque vient chercher de la nourriture en Égypte. Et il rajoute sur ce point-là, le Midrash, un autre élément qui est proche du même, chez l'oyolichu chamorim tevoua mimakom le makom. Ça, c'est très intéressant. Qu'on ne fasse pas à l'intérieur de l'Égypte déplacer de la récolte d'un endroit à l'autre, parce que ce déplacement de récolte de l'un endroit à l'autre risquerait de transformer finalement la politique centralisée de Yosef en un marché noir, un marché alternatif, selon lequel quelqu'un achèterait quelque part et le déplacerait ailleurs pour faire monter les prix et de cette façon-là écraser la population de l'Égypte sous un cours de toutes ces denrées qui deviennent de plus en plus rares, qui monteraient de manière terrible et qui ne seraient plus vivables. Pour faire ça, Yosef interdit justement le déplacement de la récolte, simplement en gardant autour de ces grands centres les populations qui appartiennent à ce centre. Un troisième détail qui est aussi amusant, intéressant, qui est ramené par le Midrash, chez Loïkanes Adam, Ad Sheyichtov Shemo, Shem Aviv et Shem Zikno. Yosef a inventé le passeport. On ne peut rentrer en Égypte que si on a recensé le nom de ceux qui rentrent, le nom du père et le nom du grand-père, de manière à pouvoir justement gérer l'ensemble de tous ces gens qui arrivent en Égypte. On pourrait développer comme ça énormément d'aspects qui chacun mériterait à lui seul d'être développé plus longuement. Je les évoque rien que pour montrer la richesse de la réflexion des Chachamim sur l'activité de Yosef en Égypte. Mais ce qui m'intéresse pour compléter dans une seconde partie de cette étude, c'est d'entrevoir pas simplement ce problème-là sous l'aspect de Yosef, sous l'optique de Yosef, dans la manière de voir comment gérer la politique de son côté, de sa part, mais c'est d'entrevoir ce que la Torah décrit dans la population elle-même de l'Égypte par rapport à cette époque de crise. Comment les acteurs de l'économie, dans le côté individuel, se trouvent dépendants, se trouvent, je dirais pas dépossédés, mais soumis à l'action de Yosef là-dessus. Alors là, il y a un autre passouk très intéressant qui nous est donné. La Torah nous dit Velechem en bechol eretz Mitzrayim ki kraved harav meod. Il n'y a plus de pain, la famine devient terrible, et un mot très particulier, Vatela eretz Mitzrayim ve'eretz Kenaan barav. Vatela, tela, taf, lamed, he. Et c'est un mot qui n'est pas du tout facile, pas du tout évident, qui demande beaucoup à tous les commentaires, et en particulier ceux qui cherchent à travers la grammaire à retrouver les racines du mot pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce Vatela, qui traduit la situation de l'Égypte, la situation de tous ces pays qui sont dévastés par la famine, pas simplement au niveau concret, mais peut-être au niveau plus profond, au niveau moral. Par exemple, Rashi, Unkelus, font dériver la racine de Vatela, Taf Lamed He, du Shuresh Lae, Lamed Aleph He. Lamed Aleph He est le mot qu'on connaît pour parler de la fatigue. Nil E, et Kol Telal A. Rabbi Yonai Ben Janar, Aboul Walid Marwan Ben Janar, l'un des plus grands chachamim de la grammaire par rapport à la Torah, qui a écrit
une des sommes au niveau de la langue de la Torah, le Sefer HaShorashim, ce que Rabbi Avraham Ibn Ezra appelle Rabbi Marinus, Marwan Marinus, dans son Sefer HaShorashim, parle justement de toutes les racines, et en particulier, lorsqu'on a des racines qui ne sont pas si claires, eh bien, il nous éclaire là-dessus, et il nous dit, ce mot vatela, c'est comme et kol atela'a, asher metzaatam baderer. Kol atela'a, c'est toute la fatigue, les difficultés que le peuple juif a rencontrées dans le désert, comme on a dans le Sefer de Bereshit, Rav Sadiagon, qui suit cette même idée, nous dit Vaïl ou limtso à Pétar. À propos, ils ont été épuisés, ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Cette idée de laé traduit une fatigue. La fatigue, première idée de Vatela Eretz Mitzrayim Bara'av, eh bien, le pays d'Égypte est épuisé par le fait de n'avoir plus de quoi se nourrir dans une période de famine. C'est le côté le plus simple, le premier compréhension de ce qui se passe dans les populations d'Égypte. Rabbi Evrahim Ibn Ezra poursuit une autre direction. Il dit la racine n'est pas lamed aleph he, mais lamed he he, qu'on retrouve de différentes façons, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, mitlah leha, comme on a vateta ke metatea, vatela ke mitlah leha, pour parler de l'idée de la perplexité. Le peuple juif est indécis, incertain, un peu irrésolu, embarrassé. La situation est indécise, on ne peut pas savoir comment gérer soi-même cette situation. Ils sont dans l'incertitude, combien de temps ça va durer, comment ils vont survivre. Ce côté de celui qui n'a pas justement son pain de jour en jour est décrit dans la situation de celui qui a la famine. D'ailleurs, on sait que dans les Kélalot, qui viendront plus tard dans la Torah, on décrit la situation, juste une des Kélalas, c'est Boker Tomar miten erev ou Erev Tomar miten boker. Le soir, on n'a pas la certitude d'avoir sa subsistance pour arriver au soir et le soir au lendemain. Cette idée-là est l'idée qui est donnée par Rabbi Avraham Ibn Ezra. Ce n'est pas la fatigue du manque de nourriture, c'est l'indécision, la perplexité d'une situation où on ne sait pas de quoi les lendemains seront faits. Une troisième direction est ramenée par les grands grammairiens, Rabbi Menachem ben Sarouk, Dunashi ben Labrat, Deror Ikra, le Baal HaAruch, le grand dictionnaire sur le Talmud et le Lachon aramide de Rabbi Nathan ben Yehiel de Rome, qui explique dans cette idée de Vatela une autre notion, justement en inspiration des passages des klalotes qui viennent plus tard dans la Torah, Ve'aita meshuga mimare enecha asher tireh, tu deviendras fou de voir justement cette situation dévastée par les klalotes. Et ils disent l'idée de Vatela, ce n'est pas simplement la fatigue ou la perplexité, c'est l'aliénation, le déséquilibre, la confusion mentale totale. Shigaron veteruf ad-da'at, abba mi pene ha'ra'av. Être dans la situation de famine, c'est pas simplement être fatigué, c'est ne pas simplement savoir comment manger demain, c'est arriver à un moment où on perd ses notions vis-à-vis de la situation au jour les jours. D'ailleurs, Radak suit cette idée-là en expliquant mitlah leha de tout à l'heure, pas pour parler justement de l'indécision, mais il parle du shigaron, de quelqu'un qui en est fou de ne pas avoir de quoi manger. C'est très intéressant à travers ces différentes explications de la racine même de Vatela, on entrevoit tous les différents caractères qui dessinent la personne dans sa situation de famine. Il y a encore deux explications qui me semblent très intéressantes et qui sont évoquées, l'une par Rabbi Menachem Ibn Sarouk, en donnant une autre explication que celle de tout à l'heure, et l'autre par le Rav Kasher dans certaines sources de Hazal. Celle de Rabbi Menachem Ben Sarouk, dans ses Mahberot Menachem, dit Veyesh potrim milachon tliya. Va tela comme tlout. Et tlout, c'est celui qui est dépendant. Il traduit la dépendance de la population de l'Égypte à cause de la famine. C'est très intéressant. La famine ne crée pas toutes ces situations d'aliénation morale, mais crée une situation dans laquelle les personnes ne sont plus autonomes. Et c'est ça toute la politique de Yosef. Toute la politique de Yosef, c'est effectivement qu'ils sentent, pour un pays qui s'était cru totalement dispensé de catastrophes naturelles, puisqu'il n'y avait pas de crise, puisqu'on nous dit c'est une terre, Asher Tizra Zaracha Kegana Yarak, c'est la terre où quand Lot arrive, il a l'impression de retrouver Keret Mitzrayim, Kegan Hashem Keret Mitzrayim, que c'est le paradis sur terre, puisqu'il y a un fleuve abondant, qui a des crues, qui de temps en temps arrose un peu partout, et nous donne la certitude de pouvoir continuer. Or là, tout d'un coup, le peuple égyptien fait l'expérience de la dépendance. C'est très intéressant cette racine-là, parce que dans un texte du Zohar, où on explique de la même manière le passouk Vatela Eretz Mitzrayim, en parlant lorsqu'il est écrit
à propos de Yerushalayim, dont le Beth Amikdash, l'un des noms ramenés dans Shirachirim, Talpiot. Et comment est défini le mot Talpiot pour parler de l'endroit du Beth Amikdash? Un endroit chez Kol Apiot Talou, que le monde, les bouches qui prient vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dépendent de cet endroit. C'est plus simplement la dépendance économique, c'est la dépendance morale d'Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. On est dépendant d'Akadosh Baruch Hu d'une part, on est totalement à sa merci et on n'arrive pas à comprendre la profondeur de sa providence. Voilà la tlout, la dépendance, à la fois dans le côté, et le Zohar termine en disant, comme il est écrit, Vatela Eret Mitzrayim. Donc il est clair que d'après le Zohar Hadash qui ramène cette racine-là, le mot Vatela se comprend suivant la dépendance. Cette idée de dépendance est très intéressante parce que, à travers cette situation de famine, le peuple juif fait l'expérience d'une dépendance avec quelque chose de supérieur à lui, Yosef qui va diriger pour sa récolte, mais pour nous, c'est compris comme étant ce que Yosef sur quoi insiste depuis le début de son apparition, à la fois d'Eretz Kenan, mais surtout quand il arrive en Égypte, c'est que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est que tout ce qui se passe est à Elohim Aniyare. Voilà, Akadosh Baruch Hu est celui qui va décider lorsqu'il est en Égypte, lorsqu'il est entre les mains de Potiphar, lorsqu'il est dans Beth HaSohar, dans prison, et ainsi de suite quand il est vis-à-vis de Paro. Voilà cette première idée. La deuxième idée, celle qui est ramenée par le Rav Kasher, dans certains midrashim de Chazal, il dit Vatela traduit la destruction. Comme il est écrit, tel, c'est une ruine, le Chorban, et donc Vatela, Eret Mitzrayim, c'est la description. Alors peut-être la première de tout, la terre était dévastée par, lorsqu'on parle de la Irani Dachat, on dit Vayeta tel Olam, elle sera une ruine éternelle. La Irani Dachat, après avoir été détruite, reste un tel. D'ailleurs, c'est très intéressant, je dis au passage, parmi les plus belles trouvailles de traduction, c'est d'ailleurs une traduction que André Neher reprend dans son livre pour montrer la perfection de ce qui peut faire le passage à l'hébreu, dans la traduction de l'hébreu, comment a été traduit le roman de Herzl, Alt-Neuland, il l'a traduit Tel Aviv. Et Tel Aviv, pour traduire Alt-Neuland, est une perfection au niveau de la traduction, pour trois raisons différentes. Première raison, au niveau de la langue, simplement, de la perfection, je dirais, stylistique, de l'écoute, de la musique du mot, puisque Alt-Neuland, 3 syllabes, Tel Aviv, 3 syllabes. Si on l'avait dû traduire au mot à mot, Eretz, Yeshana, Hadasha, on perdait totalement la sonorité même de Tel Aviv. Deuxième, au niveau culturel, pour le peuple juif, puisque Alt-Neuland parlait du pays ancien nouveau en référence à un centre essentiel du judaïsme européen que tout le monde connaît. Quand on dit Altneu, on ne termine pas Altneuland, mais on termine Altneuschule, la fameuse synagogue du Maharal de Prague, à Prague. Or, quand on dit Tel Aviv, pour quelqu'un qui a un peu de connaissance simplement du Tanakh, il se rappelle immédiatement de la petite bourgade de Babylonie où Yehezkel se trouvait en dehors d'Israël. Donc on donne un nom à quelque chose qui est en Israël qui fait référence à quelque chose qui se trouve en dehors d'Israël. Mais surtout, troisième au niveau fondamental, essentiel de cette traduction merveilleuse, c'est que Alt-Neuland nous parle de le paradoxe d'une terre qui est ancienne et moderne à la fois. Et dans Tel Aviv, on a Tel pour parler de la ruine et Aviv pour parler du printemps, de ce qui va renaître de ça. Voilà l'idée justement de Alt-Neuland qui se traduit dans Tel Aviv. Mais c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en ayant cette idée-là de Tel, qui n'est pas simplement dans la destruction, dans le Chorban, mais qui va pouvoir donner quelque chose de plus grand que cette idée-là, on obtient dans Vatela Eretz Mitzrayim quelque chose d'autre que simplement le Chorban, que simplement la dévastation de l'Égypte. Je vous donne un exemple de Shirachirim. On nous dit à propos de Shirachirim, dans l'une des images pour parler de la Torah, Kevut Sotav Taltalim. Kevut Sotav Taltalim. On a l'impression qu'il s'agit de boucles de cheveux bouclées. Bon, il ne s'agit pas du tout de ça. Dans le Midrash Shirachirim Rabbah, on dit qu'il s'agit de la compréhension de la Torah. Et on dit dans la Torah, Afilu devarim shebatorah, shenirim lecha kekotzim, kevut sotav, qui sont comme des piquants, qui sont comme des choses incompréhensibles, qui sont difficiles, qui sont même que juste une petite pointe d'écriture dans la Torah, tile tilim shel halachot. Il y a sur ces mots-là des montagnes et des montagnes d'enseignements qu'on peut déduire de la Torah. Et inversement,
Ils peuvent détruire le monde et le transformer tel en une ruine. Et l'exemple qui nous est donné, c'est par exemple la pointe du dalet qui le différencie du resh, fait qu'on peut dire une chose et quelque chose de totalement blasphématoire. Puisque si on enlève cette petite pointe, au lieu de dire Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad, on dira Hashem Elenu, Hashem Acher, qui est le blasphème absolu. Voilà, entre le Acher et le Echad, il n'y a qu'un petit kotz, et sur ce petit kotz, cette petite pointe de plus du dalet sur le resh, on a un monde à différence fondamentale entre la émouna normale d'Akadosh Baruch Hu et toutes les déviations de fausses croyances. D'ailleurs, entre parenthèses, dans notre étude tout à l'heure, eh bien, quand on disait la lecture des Samaritains, de quoi était-elle composée? Oto le'arim, 2 fois le resh, et les Samaritains l'avaient transformé ce resh en dalet et avaient totalement enlevé la perle que la Torah nous avait cachée derrière cette petite pointe de plus du resh et des 2 resh où il n'y a pas justement ce code-là. Donc, pour revenir sur notre passouk, Vatela Eretz Mitzraim Bararav manifeste à la fois la dépendance, mais à la fois aussi Tilim, des montagnes qui sont à découvrir derrière cette dépendance. Il y a dans la dépendance qui se développe pour l'économie, la dépendance du peuple égyptien vis-à-vis de Yosef, autre chose que simplement la dépendance dans son aspect matériel. L'expérience de la dépendance a quelque chose de fondateur dans la conception de la Torah. La reconnaissance par l'homme du fait qu'il n'est pas seul à pouvoir gérer les problèmes qui le touchent, qu'il est dans l'impossibilité de dominer de manière totale tout ce qui concerne ses interactions économiques et sociales, est le début de la connaissance pour commencer à traiter ces problèmes-là. Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la Chochma de Yosef, c'est d'avoir pris conscience que c'est Akadosh Baruch Hu Pitronim, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a les solutions de tous ces problèmes-là. Alors pour l'économie, ça rajoute dans un point encore particulier. Ce point particulier, c'est le mot même économique. Je disais tout à l'heure en commençant que la paracha de Vayigash est la paracha selon laquelle on va voir apparaître pour la première fois la racine de Kalkala, la racine dans laquelle on a les Chalkel, Vaychalkel Yosef et Aviv et Echav. Donc on a cette idée de Vaychalkel Etrem, on a l'idée de les Kalkala. Or, le mot Kalkala est très intéressant parce qu'il est particulier pour Yosef. Il y a une différence entre le rapport de Yosef avec ses frères et le rapport de Yosef vis-à-vis des Égyptiens. Pour Yaakov et ses frères et ses enfants que Yosef traite, Yosef dit Vechil kalti otecha, vaichalkel Yosef et aviv et echav. Le mot Kalkala est employé pour Yosef et Yaakov, Yosef et ses frères, Yosef et ses enfants. Lorsqu'il s'agit de l'Égypte, Vainahalem balechem bechol miknem bashanahi. Vainahalem, c'est il les a dirigés. Milachon nihul. Nahala, c'est le berger qui dirige un troupeau. C'est le sentiment soumis de l'Égypte, peuple qui accepte, qui veut se vendre en esclave et qui perd toute la dimension de cette kalkala. Qu'est-ce qu'elle signifie cette kalkala? Alors il y a un passouk étonnant, c'est qu'il est écrit Vayichal kal Yosef et kol bet aviv, lechem les filles ataf. Il les a nourris, lechem les filles ataf, du pain à la bouche des petits-enfants. Oui, mais pourquoi ce pain pour les petits-enfants? Alors Rachid nous dit, les filles atzarir, atzorer, l'école benebetam, suivant les besoins, les nécessités de chacun des petits-enfants. Le Rada continue et disant, il y a une Gemara dans Maseret Psachim qui dit, lorsqu'on parle justement du Chametz et de Pirurim de l'Echem, derertinok les forers. Un petit enfant, quand on lui donne un morceau de pain, au lieu de manger tout ce qu'on lui a donné, il va faire des miettes, il en répand un peu partout. Yosef a donné à sa famille non seulement du pain pour manger, mais même du pain les ataf en prenant en considération le bisbous, comment les enfants vont perdre ce pain. C'est étonnant. On se dit, on est dans une famille, une période de famine, et Yosef va donner du pain pour être, dilapidé ou éparpillé par les enfants. Le Sforno nous dit pas du tout. Yosef a donné à sa famille, au lieu de leur, exactement selon ses besoins, et non pas en plus de, il aurait pu dire, ce sont ceux qui sont proches du pouvoir, le roi a sa cour, le roi a sa famille, et on pourrait imaginer qu'il leur donne plus. Le Sforno nous dit, pas du tout. Lechem, les fiataf, il a donné à chacun suivant ce dont il avait besoin et pas plus. Oui, mais c'est très intéressant. C'est que pour parler de ses besoins de manière exacte, on utilise le mot vechil kalti, on emploie le mot de kalkala.
Or, l'idée même de la kalkala, on l'emploie tous les jours. On en parle tous les jours. Lorsqu'on parle de la nourriture, comment est-ce qu'on parle de la nourriture? On a une bracha qui s'appelle à la mihya vers la kalkala. Alors pourquoi on dit à la mihya vers la kalkala? D'accord, à la mihya, on mange. Et la kalkala, qu'est-ce qu'elle rajoute, la kalkala, sur la mihya? Les deux veulent nous dire sur la nourriture et sur la nourriture. Et d'accord, quelle différence de sens on rajoute sur le mot mihya par rapport au mot kalkala? D'ailleurs, dans ma série de brachot, même d'Alet, où on a la sugia de la mihya vers la kalkala, il y a toute une série de rishonim et de girsaot du Talmud où la bracha, c'est bracha à la mihya. Il n'y a pas le kalkala d'ailleurs. Nous, on a la girsa qui ramène à la mihya vers la kalkala sur laquelle on fait. Mais il y en a qui n'ont pas, parce que bon, mihya et kalkala, ça semblerait être deux mots synonymes l'un de l'autre. On a besoin d'en parler. Alors, l'explication est la suivante. Mihya, c'est la nourriture dans son aspect, le premier, le sens de la nourriture, ce qui est le mazon, la mihya, à l'amazon, zanenu, parnessenu, kalkelenu. On a ce premier mot. Mais qu'est-ce qu'on rajoute quand on dit, à part le fait de mazon, zonenu, parnessenu, kalkelenu? Et là, il y a ce mot incroyable. Le mot kalkala a deux fois kalkala. C'est quoi cette double? Alors, on a des racines à quatre lettres, mais quand il y a la redondance des deux lettres, c'est quand même surprenant. Or, dans ce mot-là lui-même, le racine, si on prend même chacun séparé, le mot kal, il a deux sens, une chose et son opposé. D'une chose, alors, kal, c'est l'instrument de mesure, dans lequel on peut mesurer quelque chose. Par exemple, on a un pasouk dans une haftara où on lit Vechal bashalish. Il a mesuré dans le shalish. C'est ce qui contient, c'est le récipient qui contient quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, on aurait la première idée de la kalkala, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins, de remplir, pas simplement des récipients, mais de remplir des estomacs, de remplir des personnes. D'ailleurs, de remarquer dans le Talmud, il y a un autre mot à propos de kalkala. Lorsqu'on parle de la kalkala dans la Gemara, c'est pour parler d'un sal, une sorte de panier dans lequel on peut amener différents fruits. Lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit Hashamaim ou Shme Hashamaim, lo yechal kelucha. Ça veut dire quoi, lo yechal kelucha? Lorsqu'on parle d'Hashamaim ou Shme Hashamaim, il ne s'agit pas de donner à Akadosh Baruch Hu sa subsistance. Hashamaim ou Shme Hashamaim ou le chal kelucha ne pourront te contenir. Les Shamaim et Shme Hashamaim, tout l'ensemble de l'univers est trop petit pour recevoir, pour s'emplir de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Ce sera toujours impossible, les chalkel et Akadosh Baruch Hu. Et on a un deuxième sens lorsqu'on nous parle de quelqu'un qui est Mechalkel, dans celui qui va donner la subsistance. Oui, mais on a différents niveaux. Par exemple, on ne l'utilise pas simplement pour la nourriture. On parle dans le livre de Tehillim, Tovish Chonen ou Malvé, Yechalkel Devarav Bemishpat. Yechalkel Devarav Bemishpat. C'est quoi Yechalkel Devarav Bemishpat? Celui qui alimente, qui nourrit sa parole, Bemishpat, dans la justice, dans la droiture, dans ce qui est juste. Mais il ne s'agit pas de nourrir quoi que ce soit. C'est un langage nourri de justice. Voilà le mot kalkala qui apparaît. On parle de mechalkel chayim bechesed, celui qui nourrit la vie dans sa générosité. Alors il ne s'agit pas simplement de la générosité dans le sens alimentaire de la nourriture, mais il s'agit de tout ce que peut contenir le shefa qui est reversé vers quelqu'un dans le chesed qu'on a vis-à-vis de lui. La kalkala est à la fois le récipient qui contient quelque chose et ce récipient qui se reverse vers quelque chose d'autre et qui du coup devient vidé de lui-même. L'idée de kol et chal, c'est à la fois le kilayon, c'est-à-dire à la fois la klaya, à la fois ce qui détruit, à la fois ce qui se vide, là où il ne reste plus rien, et à la fois ce qui se remplit, qui est en plein. Mais toute l'économie est basée là-dessus. L'économie, c'est un échange perpétuel de quelque chose qui est plein, qui se vide et qui se remplit d'autres choses. Et on pourrait en parler longuement, et peut-être dans un autre cours, on développera ça plus longuement. De la même manière que tout à l'heure, tel donner à la fois l'idée de la dépendance et à la fois l'idée de tilim, des montagnes, d'idées, de plénitude qui pourraient être remplies dans ces montagnes-là, au niveau par exemple des commentaires de la Torah, de la même manière au niveau de la kalkala, on a à la fois le kilayon, à la fois la destruction, tichlé dans le sens de détruire qu'il ne reste plus rien, et à la fois l'idée de kolel, de quelque chose qui est rempli, qui est plein, qui donne justement non pas la destruction, non pas la famine, non pas les années de sécheresse, mais qui donne au contraire la manière de remplir cette sécheresse. Comme si le mot lui-même portait en lui le sens de tout ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Mais alors, il faudrait quand même continuer avec quelque chose, et je terminerai par cet élément très important. L'histoire de Yosef nous manifeste la façon de gérer une situation de crise.
de lui créer une situation de catastrophe qui semblait être inconnue par l'Égypte jusqu'à maintenant. Qui tout d'un coup, alors que dans les autres situations de famine, par exemple lorsque Abraham est obligé de quitter Canaan pour arriver en Égypte, eh bien, l'Égypte ne semble pas être touchée par la famine. Or là, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu l'amène dans cette situation de crise. Comment réagir vis-à-vis d'une situation de crise? Et ça, c'est un point majeur parce qu'on l'oublie, et même dans les crises qui nous touchent de manière plus actuelle, on oublie que l'idée même de la crise n'est pas un moment dans lequel on essaye de retrouver la situation qui précède la crise, mais ce que fait Yosef, c'est d'essayer de créer, pas de la relance, pas de la réforme, mais de créer du nouveau. La crise fait que tout a changé. Prenez simplement le problème, puisque là, on est dans le côté médical actuellement. Eh bien, dans le côté médical, quand on parle d'une crise de nerfs, d'une crise de foie, d'une crise cardiaque, bien, comment réagir à cette crise au niveau médical? Le mot crise, c'est un choix qui est fait. D'ailleurs, le même mot, le même origine, comment dire, en grec de kritène, qui est l'idée de la critique, qui a donné le jugement. On a cru longtemps que pour guérir d'une situation, eh bien, il suffisait de ramener l'organisme à l'état antérieur à l'état de crise. La crise est une évolution lente qui amène jusqu'à un pic, et le pic, c'est justement cette crise, la crise de foie, la crise cardiaque, et puis il faut essayer de guérir pour amener ce que Molière faisait dire à ses médecins, le statu quo ante, la situation, l'équilibre premier, qui était avant cet état de crise. Le problème, c'est qu'aux mêmes causes, les mêmes effets. Et revenir à l'état premier, eh bien, c'est retourner dans un engrenage qui a recréé cette crise-là et qui va nous la ramener. Et c'est comme ça qu'on a parfois une crise après l'autre, puisqu'on n'a pas créé quelque chose de nouveau. Or, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que pour guérir un phénomène, il ne faut pas ramener aux situations de départ, il faut créer une nouvelle situation de l'organisme qui ne retombera pas dans la situation de crise. Eh bien voilà. Et est-ce qu'on va créer de la relance pour maintenant on a de la famine, on a eu de l'abondance, on va garder grâce à cette abondance la possibilité de passer la famine et revenir au point de départ? Eh bien non. Pour Yosef, la manière de gérer la crise économique de l'Égypte due à cette famine, c'est de créer pour l'Égypte une nouvelle économie. C'est le passage de l'Égypte rurale, de l'économie primaire, à une économie tertiaire, ou essentiellement tertiaire, un peu secondaire et tertiaire. Voilà l'état, la situation de l'Égypte qui va devenir, à travers ça, beaucoup plus proche, justement, d'une, je dirais, politique dans son sens premier, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la politesse, les civilités, la ville, la civilisation, civitas, l'endroit où il y a finalement des villes, comme on le connaît dans d'autres civilisations, tout ce passage-là se fait à travers la crise de l'Égypte. Il y a quelque chose de très intéressant. L'économie est déterminée dans une manière différente d'entrevoir le rapport de l'homme à la nature. La famine et l'économie. L'Égypte, pas simplement dans ses ressources, mais aussi dans sa répartition géographique sur le territoire. C'est très intéressant parce qu'on aurait presque deux manières d'entrevoir le rapport vis-à-vis de la civilisation. Une civilisation basée sur les civils, sur les cités, et on aurait une civilisation, aujourd'hui on parle des SVT, les sciences de la vie, mais on pourrait parler de civité, les sciences de la vie et de la terre. Les sciences de la vie et de la terre créent une autre manière de parler de la civilité, qui ne serait plus la civilité des civis, des cités, mais la civilité, la civité des endroits dans lesquels on a le lien qui est encore lié avec le monde concret tel qu'il se trouve. Voilà le passage, voilà le moment particulier de Yosef entre le début et la fin de cette crise. Et d'ailleurs, le début de l'histoire des Béné Israël en Égypte, le début du livre de Shemot, va être lorsqu'on nous parle du fait de construire Aré Miskenot les Paro. Et Aré Miskenot les Paro, toute la construction du peuple juif, mise à l'esclavage des villes, c'est le rendre à Yosef qui a fait bondir en avant, le grand bond en avant de l'économie égyptienne, à mettre, à exploiter sa famille et ses descendants pour justement être ceux qui construiront et comment dire, alimenteront par leur personne, parfois au niveau même physique et concret, ces villes mêmes. C'est très important parce qu'il y a beaucoup à dire sur les évolutions de pensée du rapport de l'homme à sa dépendance vis-à-vis de la nature ou vis-à-vis de l'économie et peut-être même d'une manière beaucoup plus large. Peut-être on pourrait ouvrir ça de manière beaucoup plus large. Remarquez quelque chose de très important à propos justement des crises, à propos des catastrophes, à propos des choses qui ont révolutionné le monde. L'un des traumatismes majeurs du siècle des Lumières, c'est le séisme de 1755 à Lisbonne. Commencé par un raz-de-marée qui s'est transformé après à un tremblement de terre qui a entraîné des incendies dans toute la ville et qui a ébranlé totalement toutes les certitudes
de l'époque. 60 plus, on évalue un peu dans les 60 000 victimes, un pays catholique, très religieux, un jour de fête chrétien, où toutes les églises sont détruites par cette catastrophe. Ce traumatisme a entraîné différentes réactions. La première, eh bien, c'est Voltaire qui parle longuement de ce séisme de 1755 à Lisbonne et qui explique que ce séisme n'a pas simplement détruit la ville de Lisbonne, mais a détruit avec elle Leibniz et le rêve du meilleur des mondes possibles, l'optimisme philosophique et religieux béat de croire que nous nous trouverons dans un monde parfait et merveilleux. C'est Candide où l'optimisme est ridiculisé. La fin du rêve des hommes à travers la religion, à travers la science, à travers de croire qu'on est dans un monde parfait et merveilleux. C'est une première réaction. Mais il y a une deuxième réaction qui a été, comment dire, je dirais, plus réfléchie, plus travaillée, plus mûre peut-être, moins infantile. C'est un nouvel optimisme qui se crée. C'est l'optimisme du plus jamais ça. Allons au travail maintenant, optimisme du combat par la science, par les techniques. Nous allons pouvoir mettre fin à cette dépendance de l'homme à toutes les crises de la nature, à toutes les catastrophes que la nature peut amener sur nous. Voilà l'homme qui peut se relever d'une telle catastrophe grâce à son travail, grâce à sa réflexion, à sa recherche, aux différentes techniques. Voilà les lumières qui vont pouvoir nous éclairer dans l'obscurité de cette dépendance de l'homme à toutes les crises. Le problème, c'est que la fin du XXe siècle a, pour autant, par un siècle qui a mis fin à toutes les lumières, nous a rappelé que les lumières ont permis très souvent, sinon provoqué elles-mêmes, les plus grandes catastrophes de l'histoire. Il y a une très belle phrase de Poirot-Delpech, quand il a été reçu à l'Académie française et qui a rappelé le souvenir de son ami Raskin, qui était un élève condisciple au lycée Louis-le-Grand, et quand il a été pris par les Allemands, et le lendemain, ils reviennent en classe, et le prof dit « Raskin n'est pas là », et Poirot-Delpech dit « mais il n'est pas là, il n'est pas absent, on vient de le prendre, on l'a raflé ». Et le prof de littérature leur dit « revenons, pas de politique à l'école, revenons à notre vers de Virgile ». Et Poirot-Delpech, le jour de son intronisation à l'Académie française, a dit « je rappellerai le souvenir de cette civilisation qui a trop souvent été le masque de la barbarie ». Or, ce n'est pas simplement dans cet aspect des choses que cet optimisme est retombé, c'est aussi que les sciences ne suffisent plus. On pourrait croire qu'avec les avancées de géophysique, tectonique des plaques, les différentes alertes mises en place pour avoir des prévisions et prévoir tel ou tel tsunami, il y a un peuple très étonnant, le dernier peuple qui refuse de manière virulente, violente d'ailleurs, militaire, l'approche de tout homme étranger, c'est le peuple des sentinelles, dans les îles Sentinelles, dans l'océan Indien, qui, à chaque fois qu'on est venu pour les approcher d'une quelconque façon, ils n'ont reçu que des flèches. Personne n'a jamais encore réussi à mettre véritablement le pied sur cette île-là. Or, de manière surprenante, ces braves sentinelles réussissent à sentir quand le tsunami était là il y a une quinzaine d'années, et ceux qui se sont réfugiés sur les montagnes et n'ont pas été touchés par le tsunami. Comment nos lumières, nos sciences, nos techniques n'ont pas réussi à prévoir ce que ce peuple primitif, qui vit encore comme il était, au départ de toute civilisation humaine, avait senti presque de manière intuitive, presque comme l'animal ressent parfois ce que la nature lui donne. La réponse est unique et très simple, c'est que la définition de la civilisation pour la Torah, la réflexion sur la manière de gérer les crises, et en particulier les crises comme celle de l'économie, comme celle qu'on voit à propos de Yosef, n'est pas en essayant de sortir l'homme de sa dépendance vis-à-vis de tous les aléas de l'histoire, mais c'est au contraire de lui faire prendre conscience de sa dépendance vis-à-vis de celui qui maîtrise toute l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu, et de le rendre responsable, pas d'essayer à travers ses sciences et ses techniques de repousser sa responsabilité morale, mais au contraire, à travers ce qui lui est demandé, non pas devenir esclave de Paro ou de différents bons vouloirs des souverains, mais au contraire responsable devant le seul, absolu et unique qui est le maître de toutes les responsabilités, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà peut-être ce qu'il y aurait à apprendre de la Kalkala de Yosef, qui est à la fois la manière de gérer le moment du chilion, le moment où il ne reste plus rien, et à la fois le moment dans lequel on va essayer de reconstruire sur les bases d'une première crise le monde nouveau vers lequel nous sommes intéressés et nous espérons arriver
Voilà peut-être une définition de l'économie dans un monde dans lequel, à tâtons entre économie d'un bord et une économie d'un autre bord, certains pensent avoir triomphé, d'autres pensent avoir complètement été dépassés. Une seule question nous intéresse, c'est à travers telle ou telle méthode, système économique, est-ce qu'on donne à l'homme sa responsabilité morale vis-à-vis de ce qu'il doit faire dans sa vie, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. C'est une longue question, c'est un long sujet. Je ne peux pas, comment dire, le conclure ici. Ce n'est que l'introduction à, comment dire, d'autres développements que nous aurons peut-être dans d'autres occasions l'occasion de poursuivre. Je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir vos micros, chers participants, dans 10 secondes. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros. Rav Chouraki, ouvrez votre micro. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Je lis là dans le chat, on m'écrit que Altneuilang, c'est Altnaï et non pas vieille neuve. Alors, cette interprétation est erronée. Je la tiens de Nahum Sokolov, qui a traduit de cette manière-là le roman de Herzl, et André Neher, qui donne l'exemple même d'une traduction parfaite. C'est cette traduction qui présente. Je me resterai, comment dire, à l'ombre d'André Neher pour avoir la traduction erronée ou non. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Rav, je peux poser une question? Allez-y. Ben, j'ai été, à vrai dire, un petit peu dépassée par votre brillance. Et est-ce que vous pouvez être gentil de me faire un petit résumé, enfin, l'idée, enfin, ça m'a paru très beau, mais un peu loin, j'ai du mal à comprendre. Et pourtant, ça m'a paru très intéressant, mais il manque un petit quelque chose. J'ai pas de si vous pouvez être gentil de faire un petit résumé de l'idée principale. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on reprend le cours au début, mais je voudrais faire très rapidement. Je pense que Johan, dans l'île Mode, enregistre les cours. Je vous donnerai juste les têtes de chapitre, comme ça vous aurez la possibilité ensuite de revoir en particulier les différentes parties qui ont été plus ou moins claires. Une première partie était consacrée à la compréhension du déplacement des populations en Égypte et qui nous a permis de comprendre que Yosef a fait ça pour essayer de faire un changement fondamental sur l'économie de l'Égypte. Ça, c'était la première partie. Et dans une deuxième partie, l'explication qui essayait de comprendre à travers ce changement, à travers ce monde nouveau que Herzl a voulu, que Yosef a voulu, on parle de Mashiach ben Yosef, le Rafouk a un long débat sur Herzl Mashiach ben Yosef. En tout cas, que Yosef a voulu donner à l'Égypte, en créant ce monde nouveau, il y avait peut-être une définition même de l'économie qui est elle-même basée sur le fait de quelque chose, de l'échange entre quelque chose qui est plein et quelque chose qui est vide, quelque chose qui se vide pour passer un plein de l'autre côté et qui va se re-remplir ensuite. Et cette idée de plein et de vide donne une manière d'approcher la notion générale de crise, de catastrophe, et en particulier pour Youssef, de la famine telle qu'elle était en Égypte. Voilà plus ou moins les deux grands axes qui ont été traités. Le détail, vous pourrez peut-être le revoir dans la vidéo. Merci, Rav. Je vois qu'il y a une autre question peut-être. Daniel, non? Oui, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Chouraki. On se retrouvera, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Kol Touv. À bientôt. Bonne fin de soirée. Je m'excuse, Johan. Je m'excuse, je crois, étant donné que qu'on n'a pas eu la semaine dernière, on m'a dit que ce sera 2 semaines consécutives, en fait. C'est-à-dire que là, on fait ce dimanche-là et le dimanche prochain. Après, on reprend notre cours habituel. C'est pas moi qui